Bien le bonjour, madame, monsieur, chers téléspectateurs. Très heureux de vous retrouver une fois de plus ce matin dans le cadre de votre émission Kamita qui, une fois de plus ce matin, reçoit l'homme aux multiples casquettes. Il s'agit du frère métaphysicien, ontologue et égyptologue, le frère Toth Abonné et Luna, une fois de plus, qui va nous diffuser la science ce matin dans le cadre de la thématique, de la continuité de la thématique que nous allons aborder sur l'origine de l'humanité. La semaine dernière déjà, nous avons abordé justement cette thématique, la partie 1 de l'origine de l'humanité. Nous avons vu, entre autres, les 6 spécimens d'hommes qui sont nés et qui ont vu le jour en Afrique. Nous avons justement vu leur évolution, leurs différentes migrations pour aller peupler les autres continents. Aujourd'hui, ne pouvant circonscrire cette thématique en une seule édition, c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre encore sur la table, comme acte 2, cette thématique, l'origine de l'humanité. Mais avant de le présenter et entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de verser une calebasse d'eau fraîche à la mémoire de nos ancêtres méritants, que ce soit ceux morts sur la terre, mère Africa, et même ceux qui sont morts sur les terres de déportation. Une calebasse d'eau pour rafraîchir leur mémoire. Otep Frère Toth, et bienvenue une fois de plus. Otep Mojang Yamsi, Otep à tous les Shemsouhor, à tous les Shemsoumat, à tous les Shemsou Djeuti et à tous les Shemsoura. Makon min bese, mina metan, mina botisson, mina miseminasi. Bonjour, un bonjour spécial à tous les internautes, les téléspectateurs qui nous font confiance et qui boivent de la science venant de Kemet TV. Et déjà, nous sommes contents du partage que beaucoup s'évertuent à faire, du nombre d'abonnés qui s'accroît et des encouragements que nous obtenons vis-à-vis de ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent. J'aimerais quand même préciser que Kemet TV n'est pas une chaîne YouTube, mais a une chaîne YouTube. Kemet TV, c'est une chaîne de télé en bonne et due forme. Et nous avons besoin non seulement des encouragements verbaux, mais des encouragements par des actes. C'est-à-dire que nous avons par exemple des choses à compléter pour perfectionner la télé. Nous avons besoin d'être connectés sur satellite permanemment. Et cette connexion sur satellite nous coûte extrêmement cher. C'est autour de 850 000 chaque mois. Et il faut généralement gérer ça pendant 6 mois avant de commencer à diffuser. Donc, tous ceux qui nous écoutent et qui trouvent la pertinence de l'existence de cette chaîne, nous les appelons à faire les mains et les pieds pour que notre chaîne ait le soutien qu'il faut et qu'elle continue de vivre, car elle est la seule et l'unique plateforme qui irradie la conscience négro-africaine dans tous les horizons. Otep à tout le monde. Voilà, je ne te le fais pas dire, frère. Nous ne cesserons jamais assez de dire infiniment merci à tous ceux-là des téléspectateurs et des milliers d'abonnés sur YouTube Kemet Télévision qui ne cessent de nous adresser les messages de félicitations et surtout de soutien pour le combat que nous menons dans cette chaîne de télévision, n'est-ce pas, pour la renaissance africaine. Alors frère, pour revenir à la thématique, on va faire un bref récapitulatif de ce qui s'est dit la dernière fois, notamment les 6 spécimens d'hommes qui sont nés et qui ont vu le jour en Afrique, comme je le disais dans mes propos introductifs. Et également, on va revenir sur la thèse polycentrique, n'est-ce pas, qui est en conflit avec la thèse monogénétique de l'humanité. Mais sauf que cette thèse polycentrique ne s'appuie sur aucune donnée de l'archéologie préhistorique, contrairement à la thèse monogénétique, n'est-ce pas, qui s'appuie sur des travaux, sur des données de l'archéologie préhistorique. Et donc, on a les éléments, on a des résultats. Et donc, tout le monde, n'est-ce pas, aujourd'hui peut faire des recherches pour en savoir davantage là-dessus. Donc, nous allons revenir très rapidement sur ce qui s'est dit la dernière fois, notamment sur les spécimens d'hommes qui sont nés en Afrique, leur évolution et puis leur migration. Oui, tout à fait. Nous avons d'abord retenu que le premier homme ne peut naître que là où la vie est clémente. Et nous avons démontré ensuite que cet homme qui est né dans un climat chaud et tempéré ne pouvait être que pigmenté. En nous basant sur la théorie des biologistes qui jusqu'à aujourd'hui
n'est pas encore remise en question. Et ensuite, nous avons montré que les 6 spécimens de l'homme, dans leur progression logique, se sont développés sur le continent africain. Il est vrai qu'il y a eu certaines vagues migratoires de certains chaînons de ces 6 spécimens, mais ces vagues migratoires n'ont pas vu leur aboutissement. Et c'est en Afrique seule et en Afrique que l'homme a pu voir son aboutissement jusqu'à l'Homo sapiens, donc partant de l'Australopithèque, en passant par l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'Homo neanderthalis et enfin l'Homo sapiens sapiens, qui ont vu le jour en Afrique, qui se sont développés en Afrique, et avant de pouvoir aller peupler les autres continents. Et nous voulons préciser que le dernier spécimen, le dernier maillon qui a pu survivre l'Homo sapiens sapiens est celui qui est issu de l'Afrique. Et donc, nous avons montré que l'homme de Néandertal ou l'Homo neanderthalis a vu son extinction autour de 30 000 ans avant l'ère actuelle. Et donc, l'espèce qui a pu survivre, c'est l'Homo sapiens sapiens. Et il était justement important de faire la précision parce qu'il y a certains de nos téléspectateurs qui nous ont écrit pour nous faire savoir qu'il y a eu que le néandertalien, n'est-ce pas, et l'Homo sapiens, ce sont, comment on dit ça? Fusionnés. Voilà, se sont fusionnés et ont donné une race de personnes qui n'étaient ni noires ni blanches. Cela est faux dans la mesure où, quand on est autour de 30 000, il n'y a pas encore une autre espèce humaine sur Terre. La seule espèce qui existe, c'est l'espèce noire. Cela se prouve par le négroïde de Grimaldi, l'homme de Cap-Vert et tout ça. Donc, le problème que nos frères ont, c'est d'ailleurs une question méthodologique que je vais soulever. Ne vous aventurez pas à aller lire les livres parce que vous voulez lire les livres. Il faut d'abord chercher à connaître l'auteur qui a écrit ce livre. Quelle est sa biographie? C'est-à-dire quoi? Quelle est sa vie? Et quelle est son appartenance idéologique? À partir de là, vous allez commencer à comprendre pourquoi il dit ce qu'il dit là. Ne tombez pas sur les livres simplement parce qu'on dit que j'ai lu ceci là-bas, l'autre a dit. Même les thèses scientifiques se basent sur la vision qui influence les auteurs. Et maintenant, très peu d'auteurs sont objectifs parce qu'ils sont influencés par l'idéologie. Et nous avons précisé la dernière fois que les lobbies financiers et idéologiques, notamment crypto-maçonniques, gnostiques, rosicruciens et kabbalistes, utilisent les chercheurs pour justifier leur idéologie. Donc, c'est là qui nous porte effectivement vers la thèse polycentrique. Laquelle thèse polycentrique vise à montrer que il y a des races sont des variations biologiques ou bien les races. Que oui, une fois les conditions étant réunies, la nature a créé d'un côté l'homme blanc, de l'autre côté l'homme jaune, l'homme noir et ainsi de suite. Voilà ce qui est vraiment absurde. Et très invraisemblable. Sur le plan d'abord des données archéologiques, comme on venait de le voir avec le frère Nyamsi, à savoir que cette thèse ne repose sur aucune donnée archéologique réelle qui retrace donc de manière logique les chaînes de ces diverses races mentionnées ici. Maintenant, je vais aller plus loin. La thèse polycentrique contredit même la logique, parce que la logique voudrait que toute chose parte d'une réalité pour pouvoir se disperser et se multiplier. Ça, c'est au niveau de la logique. Sur le plan ontologique, on parle de l'un et du multiple. C'est à partir de l'un que le multiple se manifeste. Donc, il faudra qu'on nous dise quel est l'ancêtre humain commun qui est donc à la source de toutes les races humaines. Parce que lorsqu'on parle d'une thèse polycentrique, ça veut dire quoi? La nature a créé l'homme à partir de quel élément? Voilà. À partir de quoi? On ne dit pas si c'est à partir du minéral ou du végétal ou de l'animal, ou même que c'est des espèces de singes qui ont évolué ou des espèces de chimpanzés ou de gorilles qui ont évolué. On ne nous en parle pas. On ne nous dit pas non plus si Dieu est un homme et qu'il s'est matérialisé, il s'est manifesté sur tous les continents de manière spontanée, il s'est incarné comme on le dit souvent. Ça dit que ce sont des thèses purement idéologiques qui ont pour but de discréditer la thèse monogénétique, qui est une thèse scientifique solide, qui repose même sur les principes logiques
mathématiques et physique. Parce que la logique voudrait que de l'un émane plusieurs choses. La mathématique, lorsqu'on la fait, on part du point vers la ligne, vers le triangle, la polarité, le triangle, le carré, etc. On part toujours de quelque part pour pouvoir se déployer. C'est la même chose en physique. Il y a un principe premier en physique. Donc, si on laisse même de côté l'univers des particules et qu'on parte du principe atomique, le premier atome qui est le symbole du feu, c'est l'atome d'hydrogène. Et maintenant, de l'atome d'hydrogène, à travers les propriétés, découlent les autres atomes. Effectivement. Maintenant, quand on entre même dans l'univers des particules, il y a des particules qui ont des charges 1, des charges 2, des charges 3. Et il y a des particules qui ont des charges 0, il y a des particules qui ont des charges moins 1, moins 2, moins 3. Et maintenant, lorsqu'on va plus loin, on arrive au niveau où on parlait du vide quantique, c'est-à-dire du vide fluctuant. Mais c'est à partir de cette unité-là que se déploie donc la multiplicité. Donc, on ne pourrait soutenir une thèse qui parle d'une multiplicité spontanée, non issue d'une unité fondamentale ou originelle. Donc, la thèse polycentrique à tous les niveaux est balayée en brèche. Et il y a même un abonné qui nous a fait savoir sur notre page YouTube que depuis 15 ans qu'il est avec son singe, il n'a pas vu son singe, muter, changer. Donc, tu te rends compte, frère, à quel point l'aliénation de l'Africain a atteint son paroxysme. Non, mais je n'ai même pas pris la peine de lui répondre. Non, on ne peut pas répondre à cette personne. Ce n'est pas en 15 ans que... Non, on ne peut pas lui répondre. On ne peut pas lui répondre parce que la réponse était déjà contenue dans l'acte 1 qu'on a produit, l'origine de l'humanité, où on a précisé que les mutations... Vous savez, les gens... Je ne sais pas si les gens suivent souvent l'émission à l'envers. Je ne sais pas. Même pas les questions, les réponses. C'est-à-dire que quelqu'un est là, il fait comme s'il écoute, mais il n'entend rien en réalité. On précise que les mutations s'opèrent pendant des centaines de milliers d'années ou des millions d'années. Donc, la personne suit ça. Ça entre là, ça sort de l'autre côté. Et c'est un peu comme un sursaut de... Je ne sais pas, je ne vais pas qualifier cela d'une folie ou alors tout simplement d'un manque d'attention. Et même de considération, parce que tout part d'abord du manque de considération. Parce que lorsque quelqu'un suit quelque chose... Et pour finir, il dit même que la science africaine, vraiment, c'est du n'importe quoi. Et qui parle comme s'il y avait une science qui s'identifiait uniquement à l'Afrique. Voilà, nous comprenons tout simplement que cette personne était déjà venue avec des préjugés. Voilà. Elle ne prenait pas au sérieux ce qui se dit ici. Depuis qu'on parle, on a commencé à décliner la thèse évolutionniste occidentale. Ça dit que... Qui est idéologique. Non, qui n'est même pas idéologique. Nous avons botté en touche l'évolutionnisme qui est idéologique. Voilà, mais nous avons parlé de la thèse évolutionniste occidentale qui tient. Mais nous avons montré que cette thèse n'est pas complète et il fallait la compléter avec d'autres thèses. Et donc, à la fin, on est parvenu à montrer l'émergence de l'humain, même si on n'a pas parachevé cela, parce que d'ailleurs on va continuer, on va poursuivre cela ici. Mais on interpelle nos téléspectateurs, nos internautes qui nous suivent. Si vous n'êtes pas intéressé par ce que nous faisons, vous n'êtes pas obligé de nous écouter. Vous arrivez sur Kemet TV, mais zappez. Mais si vous vous donnez la peine de suivre ce que nous disons, s'il vous plaît, donnez-nous l'impression au moins que vous êtes intelligent et que vous êtes attentif à ce que vous suivez. Parce que ne finissez pas de suivre quelque chose et vous commencez à débiter n'importe quoi. Vous nous donnez immédiatement l'impression du manque d'intelligence, tout simplement. Parce que si vous vous intéressez à quelque chose, il faudra bien suivre cette chose de bout en bout, avant de poser les questions pertinentes. Voilà ce que je pourrais dire. De toute façon, frère, ça ne va pas nous empêcher de progresser dans le combat qui est le nôtre, c'est-à-dire de promouvoir les valeurs culturelles africaines. Donc, ça ne va pas nous empêcher. Donc, voilà, une fois fait ce récapitulatif, madame, monsieur, chers téléspectateurs, la thèse monogénétique de l'humanité, jusqu'à preuve de contraire, c'est elle qui est plausible, c'est vrai. Il y a des recherches, il y a des évolutions, mais pour le moment, la communauté scientifique ne s'est pas encore assise pour botter en touche à travers les éléments scientifiques, une fois de plus, n'est-ce pas, la thèse monogénétique qui s'est appuyée sur les faits de l'archéologie préhistorique, dont la thèse polycentrique qui ne s'appuie sur rien est une thèse qu'il faut justement mettre de côté parce qu'elle est très vraie,
très invraisemblable. D'ailleurs, Cheikh Anta Diop l'a démontré en nous faisant comprendre qu'il est très improbable que la nature, au cours de son évolution, n'est-ce pas, passe 2 fois par le même point. C'est-à-dire en passant, cette nature-là a créé l'être humain. L'être humain est resté évolué. Elle ne pourra pas s'arrêter encore devant pour créer encore d'autres phénotypes. Donc, on a expliqué de façon scientifique, que ce soit nos illustres prédécesseurs comme les Cheikh Anta Diop et autres, et le frère Tot ici depuis 2 émissions aujourd'hui. Donc, ça va permettre, chers téléspectateurs, et nous faisons bien de donner des références et des éléments qui vous permettraient d'aller vous-même chercher. Il ne s'agit pas de prendre pour argent comptant ce que nous disons ici, mais à travers les éléments qu'on vous donne, d'aller faire des recherches par vous-même et vous rendre compte de la véracité ou pas de ce que nous disons ici. C'est plus simple que ça. Nous ne sommes pas une église, nous suivons une démarche scientifique et vous également allez faire des recherches pour vous en rendre compte. Voilà, frère. Et il ne s'agit pas de la science africaine. C'est l'Africain qui établit d'abord les bases de toutes les sciences. Que ce soit la logique, que ce soit les mathématiques, que ce soit la physique, la chimie, l'astronomie. Tout cela est démontré par les papyrus égyptiens. Voilà. Et les Grecs qui sont venus étudier en Égypte. Voilà. Donc, lorsque j'entends des gens dire la science africaine, vraiment, c'est vraiment dégoûtant. Frère, je pense qu'on ne va plus perdre de temps pour ça. Nous allons avancer et diffuser la science pour tous ceux qui ont un esprit plus éveillé, n'est-ce pas, pour nous écouter. Et plus intelligent. Voilà. Il faut préciser ça. Une autre internaute a posé une question très très importante cette fois-là, parlant de la femme. La semaine dernière, nous avons parlé de l'origine de l'homme et de son évolution. L'origine de l'humain. De l'humain, très bien. Est-ce qu'il s'agissait de l'homme comme toi et moi, masculin, ou alors de l'homme avec grand H? Et elle a posé donc la question de savoir à quel moment est-ce que la femme est née, apparaît dans l'histoire de l'humanité. Nous allons commencer par ça pour cette autre édition. Donc, premièrement, il faut retenir une chose, c'est que la thèse évolutionniste occidentale ne nous rend pas compte de la différenciation des sexes, mais nous rend juste compte des mutations et de la différenciation des espèces, ou tout au moins des variations biologiques de l'humain. Les thèses de Darwin, de Linné, de tous ces gens-là ne nous disent pas à quel moment la femme est née, à quel moment l'homme est né et tout ça. Donc on n'a pas de solution de ce côté-là. Puisque même dans la Bible, même qui est le livre maintenant, sacré des chrétiens, c'est la thèse qu'on y trouve, c'est que la femme a été arrachée de la côte de l'homme. Justement, j'y arrivais pour dire que maintenant, quand on a dit que la thèse évolutionniste ne nous dit pas, ne nous donne pas la différenciation des sexes, on achoppe immédiatement sur la thèse judéo-chrétienne qui est consignée dans la Torah, dans la Bible et dans le Coran, parce que c'est la même thèse en réalité qui est défendue, où on nous dit que Dieu, parce qu'il y a même d'abord un problème, ils disent d'abord au commencement Dieu créa l'homme et la femme, parce qu'il faut qu'on décrypte d'abord cette partie. Ils disent qu'au commencement Dieu créa l'homme et la femme. Ça, c'est ce qu'il dit d'abord. Et ensuite, ils viennent encore dire que Dieu endormit l'homme pour tirer la femme de sa côte. Donc, il y a 2 versions dans la Genèse. Il y a la version qui dit Dieu créa l'homme et la femme. Tous 2, il les créa à son image. Très bien. Et à sa ressemblance. Très bien. Et plus tard, on vient nous dire que Adam fut créé seul. Et après, Dieu le fit dormir. Voyant qu'il était seul, que les animaux étaient mâles et femelles. Voilà. Et il ouvrit donc son flanc, sa côte, pour tirer une côte et fabriquer une femme à partir de sa côte. Voilà les 2 versions qui se trouvent dans la Bible. Même comme les chrétiens disent que c'est une mauvaise La première version de est la version défendue par les gnostiques et les rosicruciens. C'est-à-dire que Dieu créa spontanément l'homme et la femme. Et ils disent donc que le premier humain était androgyne, c'est-à-dire il était en même temps mâle et femelle. Oui. C'est sur ça qu'ils s'appuient. Parce que l'autre thèse qui vient dire que l'homme a été excret de la côte, la femme a été excrète de la côte de l'homme, et ils vont nous dire, les gnostiques et les rosicruciens vont nous dire que c'est après donc qu'il y a eu division du mâle avec la femelle. Et c'est en ce moment-là donc que l'homme est né. En fait, ça c'est leur compréhension, de leur définition, y compris les francs-maçons et les kabbalistes. C'est pour ça qu'ils parlent d'Adam Quatmon, etc. Et mais après, il y a la version populaire qui retient que la femme a été tirée de la côte de l'homme. Et donc l'homme est d'abord plus ancien et la femme vient après. Et la femme, c'est elle qui a porté la chute et c'est la femme. Bref,
ça c'est une thèse populaire, populiste, c'est-à-dire les religions de la foule là, c'est-à-dire l'église catholique romaine, les églises protestantes, les églises de sommeil et tout ce que nous voyons, y compris l'islam, qui martèle bec et oncle, la femme a été tirée de la côte d'Adam. Voilà. Nous disons donc que cette dernière thèse est une thèse incongrue, dans la mesure où, lorsqu'on regarde les côtes de l'homme, il n'y a aucune côte qui manque, c'est-à-dire ce côté c'est père, de l'autre côté c'est père, il n'y a pas une partie des côtes humaines qui serait impaire, tant chez l'homme que chez la femme. Donc, soit c'est tout simplement une invention due à une vision patriarcale du monde qui voudrait que ce soit l'homme. D'ailleurs, Voilà. ils disaient Dieu le Père, ils disent le Saint-Esprit c'est le Père, et ensuite ils disent le Fils c'est le Père, donc la femme n'a pas de place. Et donc, pour reléguer la femme au second plan, on lui donne des rôles secondaires. C'est-à-dire, même sur le statut de la création, elle est née après. Sur le statut de la perfection, c'est elle qui amène le péché. C'est-à-dire que la femme est toujours celle qui amène le mal ou celle qui amène les choses à régresser. Ça, c'est dans la pensée des religions nées des sociétés patriarcales, notamment le judaïsme, le christianisme et l'islam. Je précise bien, patriarcal signifie des sociétés où c'est l'homme qui est le maître et c'est l'homme qui est le symbole du sacré. Voilà. Et on a expliqué pendant les anciennes émissions que nous avons eues l'origine des sociétés patriarcales. Et nous avons expliqué l'origine des sociétés matriarcales. Nous n'allons pas revenir dessus. Oui. Et nous disons donc que la première thèse qui voudrait que le premier homme, le premier humain, eût été androgyne et que les deux étaient collés et que c'est après qu'il y a eu séparation, ne nous rend pas effectivement compte même de la nature des sexes. Est-ce que ces hommes qui étaient androgynes avaient un même sexe? Est-ce que c'était un sexe masculin et qu'ils étaient collés avec des seins? Ou alors est-ce que c'était un sexe féminin et qu'ils étaient collés avec des seins? On ne comprend pas exactement de quel type d'androgynie on nous parle. Parce que s'il s'agit d'un seul homme et qu'il est androgyne, et à travers les représentations rosicruciennes, gnostiques et kabbalistes, on nous présente donc des hommes qui ont des seins avec du pénis, avec un pénis. Voilà. Donc là, voilà leur interprétation de l'androgynie. D'autre part, on nous présente deux personnes collées, c'est-à-dire un visage féminin et un visage masculin. Tout cela ne relève pas de la réalité parce que tant nous sommes dans la réalité, il reste un phénomène, c'est que il y a le membre viril masculin et il y a le sexe féminin qui sont aux antipodes l'un de l'autre. Donc, cette thèse crée beaucoup de flou. Soit c'est tout simplement une thèse construite idéologiquement et qui ne repose sur aucun fait réel sur la réalité. Soit c'est tout simplement une fable qui n'a pas de support réel. D'autre part, l'homme, la femme qui serait tirée de la côte, nous venons de montrer que les côtes de l'homme sont complètes, les côtes de la femme sont complètes. Et donc, au-delà même de ça, frère, la science nous démontre que quand un être a un nombril, ça veut dire qu'il sort d'une femme, donc il y a eu un cordon ombilical connecté avec. Mais quand on regarde cette fameuse Ève, elle a un nombril. Un nombril. Adam a un nombril. Par quel cordon était-elle connectée pour que, en levant de la côte, que ce cordon, c'est quand même incongru. Donc tout montre donc que lorsque on symbolise l'homme, il a toujours un nombril. Oui. Et que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Ça veut dire que, le nombril est lié à quoi? À la matrice féminine. Ça veut dire quoi? Autant l'homme qui a le nombril est sorti de la femme, autant la femme qui a le nombril est sortie de la femme. Voilà la première réalité qui nous rattrape aujourd'hui. Ça veut dire que sur le plan phénoménal... Comment a-t-elle fait pour avoir le nombril? Voilà. Alors qu'elle sort de la côte d'Adam. Voilà. C'est ça la question fondamentale. Donc, la réalité nous montre une chose, c'est que l'homme sort de la femme sort de la femme. On entre maintenant dans le domaine de la science, dans la biologie, la génétique et l'hérédité. On va aborder la notion de ADN mitochondrial et ADN nucléaire. L'ADN mitochondrial est symbolisé par le féminin et l'ADN nucléaire est symbolisé par le masculin.
Or, la science démontre que l'ADN mitochondrial est plus ancien que l'ADN nucléaire. Et lorsqu'on voit même au niveau des chromosomes, on voit XX, qui est le symbole de la femme, et d'autre part, on voit XY. Ça veut dire qu'il y a eu une mutation plus tard du chromosome de base qui est XX. Voilà. Et cette mutation est donc due à une sorte de complément naturel que la nature a complété pour faire varier les sexes. Ça, c'est ce que la science nous présente comme fait réel. Donc, nous allons évoluer maintenant pour revenir à l'essentiel. Sur le plan mythologique. La femme. La femme, l'origine de la femme. Dans l'histoire. L'origine de la femme doit maintenant, j'entre donc dans l'interprétation de la pensée africaine. Comment est-ce que la femme arrive dans la réalité? D'accord. Dans la pensée africaine, la manifestation de la divinité est féminine, essentiellement. À travers quoi? À travers ceci. La matrice. Vous voyez la matrice là? Voici la matrice. Et cette matrice est le symbole féminin. Quand on parle de la matrice, c'est le symbole féminin. À l'intérieur, vous voyez un point central. Ça vous rappelle quoi? L'ovaire et l'ovule. C'est la même chose ici, en bas. C'est la même chose là. Donc, au départ, il y a une matrice à l'origine, au sein de laquelle la lumière se met en gestation, comme vous voyez là. Voilà cette lumière-là qui se met en gestation. Et cette matrice s'appelle Hathor, que les égyptologues ont appelé Hathor. Donc, Hathor signifie Hathor, parce qu'il faut d'abord expliquer pourquoi je dis Hathor. La déesse de la... Non, Hathor signifie celle qui réveille, celle qui éveille, celle qui excite, celle qui amène à l'existence. C'est ce que ça veut dire. Parce que Toré en bassa signifie réveiller, éveiller, faire vivre, exciter, Toré. Donc, Hathor signifie celle qui fait exister. Et nous allons expliquer, donner davantage d'explications là-dessus. Parce que cette Hathor, c'est toujours la déesse Isis. La déesse Hathor est symbolisée aussi comme la déesse Isis, c'est-à-dire celle qui ressuscite Osiris, celle qui réveille. Déesse de la fertilité. Voilà, et c'est elle aussi qui fabrique le membre viril d'Osiris. C'est Hathor qui fabrique le pénis d'Osiris, et lequel pénis lui permet de féconder Hathor pour engendrer Horus. Ça, c'est dans la pensée africaine. Et je vais maintenant expliquer sur le plan cosmologique comment la femme a fabriqué justement le membre viril. Voilà, sur le plan cosmologique. Pour l'instant, j'évolue pas à pas. Donc, lorsque nous avons cette matrice que vous avez là, et c'est de cette matrice qu'est conçue toute chose. C'est dans cette matrice que repose toute chose. Et de cette matrice que jaillit toute chose. Voilà. Dans la pensée africaine, et là vous voyez effectivement, vous voyez la déesse Hathor là, Toré, avec toujours l'une de ses figures qui est Sekhmet. Parce que Hathor, c'est le côté, je peux dire quoi, de l'amour, de la beauté, de la séduction, de l'excitation, et tout ça. De l'autre côté, Sekhmet, c'est le côté de la défense, de la protection, c'est-à-dire la terreur, la fureur. Parce que la femme, en même temps, lorsqu'elle enfante, elle doit protéger. Vous allez bien présenter ça. Elle doit protéger sa progéniture. C'est pour ça qu'en même temps, elle est présentée comme celle qui séduit, celle qui amène à découvrir l'amour. Elle est présentée en même temps comme celle qui conçoit, et en même temps, elle est protégée comme celle qui... Elle est présentée comme celle qui protège. Parce que c'est elle qui met au monde, et toute mère protège sa progéniture, y compris chez les animaux. On observe le même phénomène. Lorsque la mère poule vient de mettre bas, tu ne peux pas venir effleurer, t'approcher dans ces 5 mètres. La même chose avec les lions, la même chose avec les chiennes, etc. Même les truies, elles sont très agressives, donc pour protéger leurs enfants. C'est pour ça qu'ici, la femme est donc présentée sous 2 symboles. Le symbole de l'amour, de la séduction, de la beauté, et le symbole de la protection. Voilà. Maintenant, dans ce livre-ci, le livre de la vache du ciel, il est narré l'événement où la divinité originelle qu'on appelle Ra était unie aux humains avant de se séparer d'eux. Et justement, il s'est séparé
parce qu'à un certain moment, bon, ça c'est la version mythologique, les humains ont commencé à comploter contre lui et tout ça. Bon, y compris même aujourd'hui, les humains complotent contre les lois de la nature, contre Dieu. Voilà ce qui font les transgenres et tout ce que nous voyons aujourd'hui. Maintenant, je vais entrer sur le plan technique. Lorsqu'on parle de Hathor, la déesse Hathor, le hiéroglyphe c'est un carré avec Horus, parce que Hor c'est Horus, Horo, voilà, c'est le dieu Horus qui est le symbole du soleil. Ou Oro. Horo. Donc il est à l'intérieur de ce carré. Et donc Horus est à l'intérieur de ce carré-là. Voilà, ça veut dire quoi? Hathor signifie l'abri de la puissance, l'abri de l'énergie primordiale, c'est-à-dire ce qui renferme la matrice qui renferme la lumière primordiale. Et c'est au sein de cette matrice que la lumière se met donc en gestation. Et elle se met en gestation pendant 9 niveaux. Net comme la gestation féminine se passe pendant 9 mois. Effectivement. D'où donc le terme en médounéter, Pességet, c'est-à-dire que les Grecs ont appelé Énéadis, c'est-à-dire l'énéade, qui symbolise donc la manifestation de la divinité à travers les 9 niveaux. Et c'est la même manifestation qui se passe dans le sein de la femme. Maintenant, je vais plus loin. Cette divinité, généralement, dans la pensée africaine, est symbolisée par Atum-Ra, c'est-à-dire le soleil primordial. Mais ce soleil primordial, lui-même, il jaillit de Nun, c'est-à-dire d'une matrice primordiale. Les eaux primordiales, donc, cette matrice, voilà. Et donc, cette matrice, c'est elle qui est à la base du soleil. Et de quoi s'agit-il en réalité? Il s'agit de la lumière astrale. Donc le soleil est comme l'œuf, c'est-à-dire le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf au sein de cette lumière astrale. D'accord. Et donc, ce jaune d'œuf, à travers le phénomène de chaleur, va donc croître, et ce phénomène de chaleur va faire en sorte que l'œuf explose finalement pour libérer l'énergie, d'où la naissance du feu et de la lumière solaire. Donc, Hathor ou bien Nut ou Net ou Isis, c'est la lumière astrale. On appelle aussi ça les eaux célestes. Les initiés savent très bien de quoi je parle, parce que lorsqu'on entre dans le domaine astral, ce sont les eaux qu'on voit là-bas. Les eaux célestes, c'est-à-dire l'eau lustrale, l'eau astrale. C'est donc cette lumière astrale qui est à l'origine du soleil visible que nous voyons aujourd'hui. Et donc, quand on dit que le soleil est enfanté au sein de la lumière astrale, cela montre à suffisance que le principe féminin, qui est symbolisé par Hathor, par Isis, par Net, par Nut, etc., par Nunet, est effectivement la matrice au sein de laquelle la lumière se met en gestation. Or, Ra est symbolisé par le masculin. Mais ce Ra-là, lui-même, surgit du féminin. Ce qui montre d'ailleurs que sur le plan mythologique, comme nous avons montré ça sur le plan scientifique, effectivement, c'est plutôt l'homme, le masculin, qui sort du féminin. Et sur le plan phénoménologique, on voit que autant la femme met au monde le jeune garçon, autant la femme met au monde la jeune fille. Maintenant, on va nous dire qu'il faut que la femme soit fécondée. La fécondation primordiale se passe en interne. Ce n'est pas une fécondation qui se passe à travers deux principes qui viennent s'unir. Une copulation, oui. La copulation vient plus tard à travers le principe de différenciation qui suit suite à la loi de polarité. Parce qu'au commencement, il y a une seule réalité, au sein de laquelle il y a donc toutes les semences possibles qui sont capables de se muter et de pouvoir éclore, exploser ce que les autres ont appelé le Big Bang. Donc la libération de cette énergie qui se recompose donc maintenant afin de reproduire un peu. Regardez ce qui se passe avec l'œuf, même au niveau de l'œuf. C'est-à-dire que l'œuf et le sperme fusionnent où? Au sein de l'utérus. C'est au sein de l'utérus. Et cet utérus, c'est quoi? C'est la matrice, le symbole de la matrice primordiale. Mais sauf que là, ce sperme, dans notre réalité, est issu le sperme et l'ovule sont issus de deux individus. Mais dans le principe primordial... Il y a un principe à l'intérieur. Voilà, dans le principe primordial, toutes les choses étaient mélangées parce que sinon, on ne dirait pas la divinité. On dirait les dieux. Et donc, il y aurait donc un dieu masculin et un dieu féminin.
Mais si nous tous nous sommes d'accord qu'au commencement, il y a une seule réalité, à partir de laquelle il y a donc différenciation, on peut comprendre que c'est suite à cette différenciation qu'il y a donc recomposition et différenciation encore pour une autre recomposition, etc., tel que la science nous l'explique aujourd'hui. Je vais donc maintenant expliquer comment est-ce que le membre viril est né. Le membre viril est né tout simplement, ou tout au moins, le masculin, l'homme, avec le pénis. Parce que au début, tout était sphérique. Au début, il y a la sphère. Comme vous voyez, la sphère du Soleil, la sphère de la Terre, la sphère de Vénus, de Saturne, des planètes, tout était sphérique, comme l'œuf. Et même les galaxies. Même les galaxies, tout est sphérique. Voilà, spirale, à la base. Avant maintenant de se spatialiser. Parce que c'est cette spatialisation, comme vous voyez ici, ce qui monte, ce qui descend, ce qui va à gauche, ce qui va à droite, c'est de là que la première forme jaillit. Et donc, on peut même voir ces mêmes symboles à l'intérieur du cercle. On a le point, on a le rayon qui monte, on a le rayon qui descend, on a le rayon qui va à gauche, on a le rayon qui va à droite. Tout part du point. Tout part de ce point central-là. Oui. Et c'est donc du cercle, du centre. Du centre du cercle. Voilà. Et tout montre donc à suffisance que, partant de ce point, la forme est tout simplement une forme de spatialisation de la lumière. C'est-à-dire que lorsque la lumière vient à se manifester, elle doit se spatialiser, occuper de l'espace. Et c'est de là que la forme physique que nous avons là. Sauf que, au départ, c'est une forme subtile, mais qui prend de la consistance en baissant de vibration. C'est-à-dire partant de la lumière, passant par le feu, passant par l'air, passant par l'eau, jusqu'au solide. Et c'est donc comme ça que cette force se solidifie et devient le corps physique que nous avons aujourd'hui. D'où la forme de l'homme qui est justement voilà, qui a 4, effectivement. Voilà. D'où aussi la formule E est égale à mc carré, dont Einstein n'est pas le détenteur. Parce que cette formule est connue depuis plus de 5000 ans. Détient la paternité. Plus de 5000 ans dans les textes des pyramides. Donc, ceux qui aimeraient qu'on leur apporte des clartés dessus, et même dans le livre de Sortir à la lumière, cette formule y est contenue. Donc, Einstein n'a rien inventé à ce niveau-là. Donc, le membre viril naît du contact que cette lumière astrale a avec la matière. C'est-à-dire que la matière est séduite par cette lumière astrale et elle veut la saisir. Donc, net comme lorsque l'homme voit la femme, il se met en érection. Non, net comme les phénomènes atmosphériques créent l'émergence des montagnes. Il y a une transformation en lui du fait de... C'est-à-dire, c'est l'action des hauteurs, des altitudes. Quand on parle de la lumière astrale, c'est la lumière supérieure. Quand on parle des ondes et des eaux supérieures, c'est ces eaux-là donc qui attirent la matière vers elle. Et donc, cette matière se met en érection, s'élève pour atteindre le but. Net comme les poissons sortent de l'eau pour aller à la quête de la lumière, ou alors à la quête de l'air. Net comme le membre viril de l'homme se lève à la vue de la femme. Maintenant, ces rayons lumineux, cette lumière nourrit, et non seulement réveille ce qui dort, mais nourrit. Parce que quand on dit à Toré, ça ne fait pas que réveiller, mais ça nourrit de son énergie. Voilà. D'où donc, vous allez comprendre que le membre viril se dresse, et le sang de la femme pousse pour nourrir en termes de nutrition. Et c'est aussi pour ça que vous allez voir sur cet arbre-ci, c'est-à-dire que Hathor verse du vin, si on peut nous rapprocher, elle donne du pain et elle donne du vin, cet arbre-ci. Donc ça veut dire que la lumière, autant la lumière anime, vivifie, fait vibrer et donne la vie. On va davantage rapprocher pour que vous expliquiez bien. Oui, il faut davantage rapprocher cet arbre-là. Parce que c'est l'arbre de la femme, hein? La déesse Hathor. Voilà. Vous voyez, elle a une jarre de vin avec du pain en main. Voilà. Et ce jarre de vin, cette jarre de vin et ce pain est le symbole de l'allaitement maternel. Et cet allaitement maternel est effectivement le même symbole, la même action que la lumière a sur les végétaux, sur les animaux. Et vous allez constater une chose. Les hommes qui sont exposés aux rayons solaires sont généralement grands de taille. Ceux qui sont dans les forêts, pleines forêts, sont courts de taille. Ils sont courts, oui, justement, parce que le manque de lumière, de cette énergie-là ne les permet pas de croître. Vous voyez donc que c'est cette lumière qui est donc le symbole féminin qui attire, qui fait allonger les arbres, qui fait allonger
le pénis, c'est-à-dire qui fait jaillir le pénis, qui permet aux hommes de grandir, et c'est cette même lumière qui attire les poissons qui sont dans l'eau. Vous allez toujours voir les poissons ressortir pour capter cette lumière-là. Et c'est cette lumière qui vivifie le monde minéral. Donc, en même temps, cette lumière nourrit ce monde minéral. À travers le phénomène de photosynthèse, par l'action de la lumière, la respiration est une nutrition. Il y a la nutrition par la respiration. Mais même cette nutrition va plus loin, parce que le sucre dont sont constituées les plantes et le sang humain renferment même ce même principe vital. Et c'est ces sucres-là qui se manifestent par l'allaitement maternel. Donc, de manière analogique, on trouve de la similitude entre l'attraction des rayons solaires qui crée l'érection du membre viril et le jaillissement du membre viril, parce qu'il s'agit d'un phénomène magnétique qui fait ériger les choses, qui fait croître les choses. C'est comme ça que ces choses-là lèvent vers la lumière. Et cette lumière-là, dont les nourrit. Et la lumière est le symbole de la beauté. Il n'y a rien de plus séduisant que la lumière. Regardez donc la femme. Entre l'homme et la femme, qui est plus séductrice? C'est la femme. Elle a le sang que l'homme n'a pas. Elle a une beauté même, c'est-à-dire une vraie femme qui attire. Elle a un principe magnétique en elle, qui captive. Et une vraie femme, lorsque l'homme voit une vraie femme habillée d'une certaine manière, il se met en érection tout naturellement. Elle a un postérieur qui ne laisse personne indifférent. Elle a une apparence qui est vraiment le symbole de la beauté par excellence, l'incarnation. Et c'est la même lumière qui séduit les minéraux, les végétaux et les animaux. C'est cette même lumière qui se reflète dans la femme, dans son phénomène d'attirance, d'attraction et de séduction. Et c'est la raison pour laquelle on présente donc la déesse à tort comme celle qui joue aux notes. Parce qu'en réalité, elle est le symbole du temps. Le temps qui appelle à travers les ondes. Et ces ondes commencent à se manifester dans les eaux. Par exemple, au village, il y a les filles qui jouent souvent sur les fleuves, là, elles jouent. Donc, elles jouent ces ondes primordiales. Ce sont ces ondes qui appellent donc la lumière à croître, à se déployer et puis à éclater plus tard, à devenir donc un soleil. Donc, la femme est le symbole des vibrations, la femme est le symbole de la lumière, de la beauté, de la lumière astrale et de la beauté. La femme est le symbole du miroir de l'univers. Et la femme est le symbole de la matrice, et la femme est le symbole de celle qui met au monde. Et donc, lorsque nous avons donc montré ça, nous allons terminer en disant que il n'y a pas une origine postérieure de la femme, mais il y a plutôt un principe fondamental féminin qui engendre donc par différenciation le masculin. Donc en réalité, c'est plutôt l'homme qui sort de la femme dans la pensée africaine. Et même la science le démontre, comme nous l'avons montré, que l'ADN mitochondrial est plus ancien que l'ADN mitochondrial qui est symbolisé par le féminin et est plus ancien que l'ADN nucléaire qui est symbolisé par le masculin. Expliquez-nous donc, entre ce qui est plus ancien et ce qui vient après, qu'est-ce qui sort de quoi? Donc, on comprend que les seins de la femme sont le symbole de la nutrition, tels les rayons solaires nourrissent les plantes, les minéraux et les animaux. Elle est aussi le symbole de ce qui réveille. À Torah, c'est-à-dire celle qui réveille, celle qui éveille, c'est-à-dire qui met en branle, qui fait vibrer. Non, mais la femme fait vibrer, autant la lumière fait vibrer. Donc, c'est le symbole de la vie par excellence. Et c'est elle, donc, qui fait pousser le membre viril, parce qu'en réalité, sur le principe du désir, parce que nous avons dit la semaine passée que le désir est symbolisé par le feu. Et ce désir naît suite à ce qui a été vu. Et dans ce livre, c'est le livre de la vache du ciel, la femme est symbolisée comme l'oudjat, l'œil des reins. Et il est ici dit, dans le livre des morts, que je vais présenter ici, je vais lire le chapitre 17, il est dit, j'ai vu ces reins, c'est-à-dire Ra, le soleil, qui est né hier des cuisses de Métihour. Qui est-ce? On demande, qui est-ce qui est Métihour? Le problème avec les textes sacrés africains, c'est que c'est explicite. On pose les questions et on répond. On dit, qui est-ce? On dit, ce sont les eaux célestes. Voilà, ça consolide la thèse que nous avons dit. Et les eaux célestes, il s'agit des eaux astrales. Voilà, dans le monde astral, la lumière astrale. Quand on parle des eaux célestes,
les gens doivent comprendre au sens de la lumière astrale. Ce sont les œils célestes. Autre version, c'est l'image de l'œil de Ré. Ça veut dire que la femme est le symbole aussi de l'œil. Parce que c'est cet œil qui, en voyant, est séduit. Et quand on est séduit, parce qu'on a vu, on est donc attiré. Et donc, c'est la séduction de la lumière qu'est la femme. Parce que quand on dit l'œil, c'est la lumière. L'œil, c'est déjà l'organe qui voit. Mais l'œil voit sur la base de quoi? Sur la base de la lumière. Parce que le phénomène de vision se produit dans la fusion entre la lumière intérieure et la lumière extérieure. C'est lorsque les deux, parce que l'œil n'est qu'une lentille, c'est-à-dire c'est comme un cristal, qui fait que la lumière intérieure, c'est-à-dire le feu qui est à l'intérieur de l'homme, qui fusionne avec la lumière extérieure, c'est ça qui produit donc la vision. Voilà, qui produit l'image même. Donc quand on parle de l'œil ici, ne regardez pas l'œil comme l'organe, mais entendez l'œil comme le principe qui fait en sorte que cet œil puisse voir. Or, c'est la lumière. Donc, comme nous avons défini la femme comme la lumière astrale, c'est cette lumière donc qui, attirant l'œil qui est l'organe, séduit dans cet œil, et cet œil veut s'unir, c'est-à-dire commence à désirer. Et c'est sur la base du désir que le pénis pousse, et de même que sur la base du désir de toucher que la main pousse, c'est sur la base du désir de se déplacer que les pieds poussent, et sur la base d'écouter, d'entendre le son que les oreilles s'ouvrent, sur la base de sentir que les narines s'ouvrent, sur la base je veux dire quoi, d'émettre des sons que la bouche, etc. Et même sur la base du désir de consommer que la bouche pousse. Donc, chaque organe a une fonction en même temps qui va de l'avant et qui revient. Parce que l'œil a la fonction de montrer et l'œil a la fonction de voir. L'oreille a la fonction d'entendre et l'oreille a la fonction de reproduire. Il faut voir, bien évidemment. Donc, nous montrons à suffisance que à tous les niveaux, le principe féminin est enterré. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle si l'Afrique est matriarcale, fondamentalement, ce n'est pas un hasard. C'est parce que l'Afrique, ça rime aux lois de l'univers. L'Africain vit une vie essentiellement initiatique à la base. L'Africain n'est pas le religieux banal et idiot qu'on voit aujourd'hui, les gens qui ne réfléchissent pas. L'Africain ancien, nos ancêtres primordiaux, qui ont bâti les pyramides, qui ont écrit ces textes sacrés, c'est des gens qui menaient une vie essentiellement ascétique, spirituelle et initiatique. Donc, ils ne faisaient rien au hasard. Tout dans la vie de l'Africain était un rite. Uriner, c'était un rite. Manger, c'est un rite. Jusqu'aujourd'hui, même, c'est demeuré. Parce que après des milliers d'années. Voilà. Donc, voilà, bien évidemment. C'est un rite. Une façon de le faire. Une façon même d'aborder la femme. De marcher, de se tenir, de prendre la parole. Tout ce que l'Africain fait, c'est un rite. Mais ça qu'on appelle initiation. Donc, la sœur qui nous a posé la question, quelle est l'origine de la femme? Qu'elle se consolide? Si, je conclus par là, s'il faut parler de l'androgyne primordial, il s'agit de la femme. Pourquoi? Tout simplement parce que la femme a ce que l'homme n'a pas. La femme a l'utérus, l'homme n'a pas l'utérus. La femme a le clitoris qui est le symbole du membre du pénis chez l'homme. Mais l'homme n'a pas le vagin. La femme a les seins, l'homme n'a pas les seins. Et quand on entre même sur les trous, les 9 trous, les trous, les orifices qu'on retrouve chez l'être humain, les 2 yeux, les 2 narines, la bouche, les 2 oreilles, hein, on appelle ça les conduits auditifs, l'urètre et l'anus, on se rend compte que l'homme a 9 trous et la femme en a 10. C'est-à-dire, en plus des 9 trous de l'homme, le 10e trou de la femme, c'est le vagin. Donc, ça montre que la femme est plus complète que l'homme sur le plan biologique. La femme est plus, l'ADN mitochondrial, qui est le symbole du féminin, est plus ancien que l'ADN nucléaire, qui est le symbole masculin. Le chromosome de base XX nous montre qu'il y a eu une mutation pour que le chromosome XY naisse. Et quand on entre maintenant sur le plan phénoménal, la femme engendre l'homme et la femme. L'homme engendre qui? Et lorsqu'on va même encore plus loin, c'est au niveau de la base, du socle de la matrice, que toute chose se retrouve compris. Et c'est à ce niveau que toute chose se met donc en gestation pour se différencier et donner toutes les formes que nous avons aujourd'hui. Nous concluons donc en disant le principe primordial est fondamentalement féminin
et que l'androgyne par excellence, c'est la femme. La femme est androgyne. Et c'est pour ça que pour séparer ce phénomène d'androgynie, pour qu'elle reste dans sa féminité pure, on procède donc par le phénomène d'excision. C'est-à-dire à l'ablation légère du clitoris, qui est un rite initiatique, pour que la femme développe davantage sa féminité. Et il faut dire que ce n'est pas l'ablation. Ce n'est pas la coupure. On ne coupe pas le clitoris. Voilà. On entaille légèrement le clitoris pour que la femme développe beaucoup plus sa féminité. Dans sa féminité. Dans son sexe dominant. Et l'homme, maintenant, la circoncision, c'est pour que l'homme développe beaucoup plus sa masculinité. Parce que lorsque les enfants naissent, ils sont bipolaires. Ils peuvent basculer dans un sens sur le plan comportemental. Là, on parle du plan comportemental. Parce que même en psychologie, ça se démontre. À travers la théorie de la libido chez Sigmund Freud. Donc, il y a cette polarité. Mais sauf que l'enfant naît, le jeune garçon naît avec une ascendance masculine. C'est-à-dire le nombre de testostérone est élevé. De l'autre côté, la femme naît avec l'ascendance féminine, avec peut-être le nombre d'estrogènes élevé. Il faut donc faire une ablation. Il est vrai que certaines femmes naissent aussi avec beaucoup de testostérone. Voilà. Et les hommes naissent un peu efféminés. Puisque nous voyons des femmes parfois qui n'ont pas une poitrine importante, avec la barbe et tout ça. Maintenant, pour donc cerner ça, parce que les Africains ont observé tout ça pendant une longue période, pour donc distinguer ça, on a donc procédé par le rite initiatique qui est l'entaille. En faisant ces ablations-là. Entaille du clitoris pour que la femme soit femme. Assise dans son sur le plan psychologique et comportemental. Et la circoncision elle peut faire des maternités. Voilà, et tout ça s'accompagne par des rites parce que on fait l'entaille. Il y a des produits qu'on introduit pour que ça y ait une assise à l'intérieur, dans les émotions, dans le sang, que ça circule dans le sang, pour que la femme soit femme. Et au niveau de la circoncision, il y a des poudres qu'on utilise, qu'on bande le pénis qui a été circoncis avec, pour qu'il devienne masculin. Et plus tard, il y a des purges, tant du côté de la femme, et des purges, tant du côté de l'homme. Et c'est en ce moment donc qu'on appelle, l'insertion sociale, qu'effectivement, chaque personne retrouve sa place. Or, aujourd'hui... Et justement, il y a même un enseignement qui accompagne ces rites-là, pour qu'il y ait un équilibre entre les deux. Les deux. Donc, il y a une éducation pour la femme et il y a une éducation pour l'homme. Et donc, c'est pour ça que chez les anciens Africains, on ne pouvait pas trouver des phénomènes tels que l'homosexualité. Or, aujourd'hui, les gens, ils ne savent même plus, avec Jésus, avec Allah, ils font n'importe quoi, ils ne savent même plus ce qu'il faut faire à tel moment ou à tel autre moment. Ils sont dans la confusion. Et les gens justifient donc les thèses selon lesquelles il y a les hommes qui naissent féminins, il y a les femmes qui naissent avec, comme des hommes. Et ça, c'est des conneries. Les anciens avaient connu ça, mais ils ont trouvé des solutions à ça. Effectivement. Voilà. Voilà, madame, monsieur, chers téléspectateurs, j'espère que c'est avec beaucoup d'attention que vous suivez cette science qui est diffusée sur les antennes de Kemet Télévision, justement à travers l'émission Kamita. Et pour ceux qui vont nous suivre plus tard à travers notre page YouTube et Facebook, je vous prie d'avoir une attention particulière, parce que c'est tellement technique que si vous n'avez pas cette attention, il sera difficile pour vous, n'est-ce pas, de comprendre cette science qui est diffusée par le frère Todd. Et je profite de cette occasion pour prendre une toute petite transition pour que le frère également souffle, pour que nous soufflons en studio. Et puis nous allons revenir justement pour poursuivre notre entretien.
Sur le plateau, vous êtes sur Kemet Télévision et vous suivez votre émission hebdomadaire Kamisa, édition spéciale qui reçoit le frère Toth Abonné, ontologue, métaphysicien et égyptologue. La thématique que nous abordons en cette matinée, c'est l'acte 2 de l'origine de l'humanité. Alors, frère, tout à l'heure, vous nous expliquez véritablement comment est-ce que la femme, qui est la lumière, qui a tout créé, qui a tout apporté, parce qu'elle est la coucheuse et la matrice des nations et la matrice. J'espère véritablement que tous ceux de nos téléspectateurs et abonnés qui s'interrogeaient de comment est-ce que la femme fait pour arriver dans l'histoire de l'humanité sont servis. Nous allons poursuivre parce que ce n'est pas terminé. Et nous allons aborder justement la question de la mutation et de métamorphose. Comment réellement ça s'est passé? La mutation et la métamorphose naissent du premier principe qui est la différenciation primordiale de l'être. L'être se différencie à travers l'expansion, laquelle expansion atteint un certain seuil. Et lorsque cette expansion atteint le seuil, l'être se retrouve face à lui-même, c'est-à-dire en train de se voir. Net, comme on venait de dire tout à l'heure, que cette lumière astrale qui se démultiplie et qui se retrouve face à elle-même suscite le phénomène de ce qu'on appelle le désir. Et c'est suite à ce phénomène de désir donc qu'il y a donc la première mutation. C'est-à-dire que lorsque la femme se dédouble, la femme originelle se dédouble, elle se met face à elle-même, elle découvre sa beauté et elle commence à désirer cette beauté-là. Et c'est là que maintenant, le principe, bon, quand je dis la femme, ce n'est pas la femme telle qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. On dit que la lumière, lorsque cette lumière... Dans la femme, dans son essence, est primordiale. Primordiale. Ce n'est pas la femme d'aujourd'hui, déjà avec les seins et tout ça. Nous parlons de la lumière. Donc, lorsque le premier principe se différencie, c'est-à-dire des ondes ou des eaux astrales, pour devenir lumière, parce que c'est des ondes qu'on appelle les eaux primordiales, mais ce n'est pas l'eau telle qu'on voit là. C'est l'eau au sens des vibrations. Et lorsque ces vibrations deviennent lumière, la lumière porte lumière sur ce qui au commencement était inconnu et invisible. Et cette lumière commence donc à se mirer sur ce sur quoi elle est née. Quand on dit Atum Ra est sorti du Noun, quand il sort du Noun, cette lumière est portée donc sur ce Noun là pour détecter ce qui est à l'intérieur du Noun, pour réveiller ce qui est à l'intérieur du Noun. Même temps que ça réveille, en même temps, Ra est en train de se contempler dans cette lumière astrale. Et quand il se contemple dans cette lumière astrale, à travers ses rayons, nourrit toutes les entités qui se retrouvent dans les eaux primordiales. Et ont donc, ces entités, donc ces réalités, ont donc envie de fusionner avec la lumière, et la lumière a envie de fusionner avec ces entités. C'est à partir de là donc qu'il y a différenciation des sexes, c'est à partir de là qu'il y a métamorphose. C'est-à-dire que l'œuf qui se divise produit deux réalités, qui en se recomposant se divise pour produire 4 réalités, qui en se recomposant en l'unité se redivise pour produire encore 8 réalités. Et plus tard, maintenant, commence à se dessiner le cœur, après le cerveau, après les membres sortent, après la tête, et tout ça. Donc, c'est comme ça que la métamorphose se produit. La métamorphose est issue de la différenciation du principe premier. Lorsque ce principe premier se différencie, c'est-à-dire, il faut que je vous montre le symbole de la différenciation pour que vous compreniez très bien. Observez ceci, à ce niveau-ci. Si tu peux rapprocher. D'accord. Tu pointes la main sur ce qui ressemble au S là. Ici. Non, en bas. Oui, voilà. Voilà donc le phénomène de différenciation. Vous voyez quelque chose qui est comme un S, comme un serpent, un double serpent, qui s'enroule comme ça et qui de l'autre côté s'enroule comme ça. Ça ressemble au 8, ça ressemble au S. Voilà ce que j'entends par principe de différenciation. C'est-à-dire le premier principe se déploie au sens contraire et devient le miroir de lui-même. Et en se mirant lui-même donc, il y a fusion, c'est-à-dire qu'il y a désir, un désir qui naît à travers cette miroitation, c'est-à-dire ce premier principe qui se différencie, qui a pris un sens opposé
à sa forme primordiale. Et il se retrouve donc face à face à lui-même. Et il commence à se mirer. Et une fois après ce mirage, il y a donc désir et fusion. C'est-à-dire que le principe se différencie entre lui et ce qu'il voit. Et c'est à partir de ce moment, de cette différenciation, donc, qu'il y a donc mutose, que ça mute et qu'il y a donc métamorphose. Et quand tu parles de S, frère, ça me rappelle une des positions de la déesse Mahat. Justement, Bien évidemment. Comme je vois là sur la Bien déesse évidemment. Mahat, qui est ici en forme de S. Voilà. Elle est en forme de S. Forme de S. C'est Voilà. ce que tu es en train C'est d'expliquer. le même phénomène. D'accord. C'est-à-dire le principe de En différenciation. forme de S. Oui, oui. Voilà. En forme de S. Voilà. Et c'est ce même principe de différenciation qu'on évoque en biologie dans la question de la division cellulaire. Et vous allez voir la même chose. Pendant que la Terre tourne autour d'elle-même, elle tourne autour du Soleil en sens inverse. Vous voyez? C'est-à-dire c'est toujours le même principe de contradiction. C'est-à-dire que Quand l'un va d'un côté, sens, l'un l'autre va dans l'autre sens sens et ça contraire. forme le S. Et c'est ça Un peu comme le 8. qui est aussi souvent symbolisé par les deux cercles concentriques, les trois cercles concentriques, les deux cercles. Il y a un qui tourne en sens inverse et l'autre qui tourne même au niveau des planètes, c'est la même chose qui s'observe. Donc, il y a toujours cette contradiction interne à la réalité qui est issue de l'un. Et c'est sur la base de cette contradiction interne que la réalité première se retrouve face à elle-même. D'accord. Il y a donc un phénomène de distinction qui s'établit et quand la recomposition surgit, c'est déjà quelque chose d'autre. Et D'accord. on peut comprendre pourquoi le XX peut devenir XY plus tard. Voilà. C'est-à-dire c'est après la recomposition, hein, partant du premier vis-à-vis. Donc c'est aussi la même chose qui s'observe lorsque on se regarde au miroir. Voilà. En se regardant au miroir, il y a un nous que nous voyons et il y a un autre nous que nous voyons de l'autre côté. Mais nous parvenons à distinguer le nous que nous sommes Et le vis-à-vis du nous qui est au dans le miroir. miroir. Et vous allez constater que dans chaque miroir, ce nous varie. Le nous là n'est pas toujours le même dans tous les miroirs. Là, je parle aux femmes qui sont les championnes des miroirs. Et même les hommes peuvent commencer à faire cette expérience. Allez dans chaque miroir, vous allez toujours voir un vous à peu près différent. Si vous êtes très attentif, vous allez toujours voir qu'il y a une légère différence entre le vous que vous avez vu dans tel miroir et le vous que vous avez vu dans tel autre miroir. C'est la même chose avec les photos. Sur plusieurs photos que vous avez prises le même jour, vous ne serez jamais identiques. Effectivement. Donc c'est ce principe donc, de vis-à-vis, de miroitement qui crée donc la différenciation. Mais au départ, il s'agit une seule réalité qui donc en se différenciant à travers le symbole du S que j'ai présenté, se retrouve vis-à-vis et crée donc une nouvelle réalité. Donc, le principe de métamorphose est donc issu d'abord à ce principe de différenciation et qui engendre donc des forces antagonistes. D'accord. Et ce sont ces forces antagonistes qui ne sont pas des forces qui vont s'autodétruire, Bien sûr. mais qui sont complémentaires. Très bien. Lorsqu'elles se complémentarisent, elles produisent donc une nouvelle réalité, qui est une troisième réalité, différente des deux premières. Et plus tard, lorsque cette troisième se miroite sur les deux réalités, elle crée aussi une autre réalité qui est semblable aux deux premières réalités, Donc, on sort semblable de la à elle, binarité, mais on passe à un autre troisième, chose, voilà. voilà. Même la science explique ça. Donc, le phénomène de complexité naît donc suite au miroitement dû à l'origine, à la différenciation originelle du principe premier. D'accord. Frère, ça me donne envie de te poser une question. Maintenant qu'une fois que cet homme-là est formé, comment acquiert-il l'intelligence? Et d'où vient l'essence même de cette intelligence-là? L'essence, l'homme n'acquiert pas, bon, parce qu'il faut d'abord présenter l'intelligence à plusieurs niveaux. L'intelligence n'est pas comme beaucoup de biologistes et de scientifiques occidentaux le disent, c'est-à-dire que c'est un acquis. L'intelligence, pour dire que lorsqu'on te présente un symbole, un tableau avec plusieurs symboles, l'interprétation que tu en fais n'est pas l'interprétation exacte. Parce qu'en réalité, quand on te montre la vraie figure de la chose, tu vas te rendre compte que tu n'avais pas compris la vraie forme de la chose. Ça, c'est l'illusion optique qui est reproduite dans les sciences cognitives, en psychologie. Voilà. Mais sauf que... Mais chaque être humain est quand même doté
d'une certaine intelligence. Maintenant, l'essence de cette intelligence. Oui, avant d'aborder l'essence de l'intelligence, il faut d'abord évacuer la conception artificialiste et constructiviste de l'intelligence. Parce que le constructivisme est d'abord mathématique, ensuite il est physique et il est aussi psychologique. Parce que le constructivisme psychologique aujourd'hui se déploie beaucoup plus dans le domaine des sciences cognitives, qui travaillent en même temps avec des physiologues, avec des psychologues, avec des biologistes, avec des anatomistes, etc. Et plus tard, avec des logiciens, c'est-à-dire des gars qui font dans la logique mathématique. Ce qu'on appelle aussi en d'autres termes l'axiomatique. Voilà. C'est-à-dire qu'un langage à tendance universelle. Et avec aussi les techniciens, c'est-à-dire les gars qui font dans l'électronique, les appareils électroniques, d'où donc l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs domaines qui s'imbriquent, et même l'étude du langage qui intervient aussi dans les sciences cognitives. Donc, là-bas, on tend à nous montrer que ce sont des flux nerveux qui produisent ceci, et puis un tas d'histoires qui nous racontent. Mais il faut préciser que même la forme du cerveau, c'est la forme d'une lumière qui s'est temporalisée. Parce que la matière cérébrale, elle est d'abord grise. Elle est dorée. Et elle a la couleur de la lumière. De le terme matière grise. Voilà. Donc, le cerveau est la baisse de la vibration de la lumière. D'accord. Donc, ce n'est pas le cerveau qui réfléchit. Ce ne sont pas les neurones qui produisent la pensée. C'est faux. Parce que lorsqu'on est allongé inerte, on est mort. On a un cerveau avec les neurones, mais on ne peut pas penser. On a les yeux ouverts. Parce que les gens croient que ce sont les yeux qui voient. Ce ne sont pas les yeux qui voient. Les yeux sont des lentilles sur lesquelles la lumière intérieure invisible frappe sur avec la lumière extérieure et ça produit donc on a des oreilles ouvertes mais on n'entend pas. On a des narines ouvertes mais on ne sent rien. On a une langue mais on ne peut rien sentir. On a une peau, on ne peut rien sentir. Tout simplement parce que la lumière astrale, non pas s'est éteinte, elle s'est retirée. C'est cette lumière qui produit la chaleur, qui produit la pensée, qui produit la vue, qui produit l'ouïe, qui produit l'odorat, le goût, le toucher, etc. Lorsque donc cette force lumineuse se retire, c'est-à-dire ce principe divin se retire, on a un cerveau qui ne pense plus. On a des yeux avec un cerveau avec des neurones qui ne pensent plus. On a des yeux qui ne voient plus. On a des oreilles qui n'entendent plus. On a une bouche qui ne peut plus sentir. On a des narines, etc. La réflexion vient donc de quoi si le cerveau C'est-à-dire donc si on démontre que les sciences cognitives, c'est tout simplement une construction artificielle, même, je dirais même satanique. C'est-à-dire parce qu'ils veulent nous montrer que c'est le cerveau qui réfléchit, ce qui est faux. C'est le principe qui active le corps, qui pense, qui voit, qui sent, qui entend. C'est-à-dire, il y a quelque chose en nous qui entend et voit. Et lorsque ce quelque chose en nous qui entend et voit se retire, ce quelque chose continue de voir et d'entendre. Mais ce principe-là diffère-t-il selon les individus? Parce que nous savons qu'il y a ceux qui sont plus intelligents que d'autres. Au niveau de l'intelligence, tout dépend maintenant de la luminosité. D'accord. Parce que il y a plusieurs colorations lumineuses. D'accord, du degré de vibration de cette lumière-là. La fréquence vibratoire de cette lumière. Donc l'intelligence est la clarté de l'esprit, qui est le symbole de la lumière. Parce que l'intelligence et la pensée sont des synonymes de la lumière et du feu. L'intelligence est la lumière, la pensée est le feu. C'est pour ça que lorsqu'on pense beaucoup, on commence à chauffer, le corps chauffe. Il y a une pression qu'on met sur le corps, on commence à ressentir une température différente de la normale. Donc la pensée est un travail, c'est un feu qui bouillonne. De même que ce feu est un désir, parce que, mais à un niveau super bas. La pensée est une attraction et un désir. Le désir lui-même est issu de ce qu'on voit, et de ce qu'on entend, de ce qu'on sent et de ce qu'on goûte. Le désir naît du contact du vis-à-vis que nous avons avec les choses. Donc, l'intelligence, en réalité, certes, dans le plan matériel, se développe au fil du temps. D'accord. Que l'homme est en contact avec la réalité. Mais il y a déjà ce germe donc, qui est comme cette étincelle. Parce qu'en réalité, elle est obligée de se développer dans la matière parce qu'elle est
incarné dans la matière. La matière devient donc comme la tombe de la lumière. C'est-à-dire, la lumière est entrée dans les ténèbres et les ténèbres l'ont englouti. Maintenant, il faut que cette lumière s'adapte dans ces ténèbres et naître comme on est dans une chambre. Et c'est ça donc qui donne vie au corps. Et le corps commence maintenant à avoir des mouvements. Regardez le phénomène. On est dans une chambre. Dès qu'on éteint la lumière dans la nuit, boum, on est dans le noir. Mais à un certain moment, on commence à voir la chambre. Voilà. Et regardez aussi. Non, l'expérience est légion. C'est-à-dire, quand vous sortez même de la maison pour aller faire pipi, oui, dès que vous arrivez dans le noir, vous ne voyez rien. Vous ne voyez Mais rien. après quelques temps, vous commencez à voir. Quand vous revenez même pour entrer dans la maison, voilà, vous n'avez plus de difficultés parce que vous voyez déjà. Vous voyez. Et fermez vos yeux. Lorsque quelqu'un va vous parler, vous allez lui dire, ah, je vois. Mais tu vois avec tes yeux fermés, ça veut dire tu comprends. Tu comprends, voilà. Voilà. C'est ce que ça veut dire, c'est ce à quoi ça renvoie. Et pour comprendre, là, c'est l'intelligence qui est en action. D'accord. Donc, l'intelligence est donc la faculté qui nous permet de percevoir les choses, pas forcément par les sens, mais de sentir les choses et de comprendre les choses et de pouvoir pénétrer l'essence des choses. Donc, l'intelligence est le principe actif qui favorise la cognitivité, la faculté de connaître. L'intelligence est la faculté de connaître, la faculté de comprendre, la faculté d'appréhender, la faculté de saisir. Voilà. Donc je reprends. L'intelligence est la faculté de connaître, la faculté de saisir, la faculté d'appréhender et la faculté de comprendre. Et ce n'est que parce qu'on a compris qu'on est capable d'expliquer. Et donc, les plus intelligents, c'est ceux dont le taux vibratoire est élevé, et voilà, dont la lumière est beaucoup plus claire et qui peuvent donc pénétrer très facilement les choses et les saisir facilement, les comprendre, pour la compréhension de l'individu, les expliquer. Donc voilà en réalité l'essence de l'intelligence, qui est donc en réalité un principe divin, qui se retrouve même dans les plantes, parce que le principe d'adaptation est aussi l'acte de l'intelligence. Ne s'adaptent facilement que les personnes les plus intelligentes. Les personnes les moins intelligentes ont beaucoup de difficultés pour s'adapter. Et donc, même si dans le monde minéral, on trouve comment les pierres s'adaptent, dans le monde végétal, on trouve comment les végétaux s'adaptent pendant le climat chaud, pendant le climat froid, comment certains arbres laissent tomber les feuilles à certaines périodes. Après, ces feuilles reviennent et puis revivent. On voit ces feuilles ont une nouvelle vie, elles sont plus vertes, plus séduisantes, plus belles. La même chose avec les fleurs, la fleur qui fane. Donc, il y a ce principe d'adaptation, même au niveau des plantes. Et il y a le même principe d'adaptation au niveau des animaux. Un animal qui évolue dans un endroit trop violent, lui-même il est violent. Mais un animal qui évolue dans un endroit doux, où il y a de la paix, il devient un animal doux. Donc, ce principe existe. C'est-à-dire, ce principe lumineux baisse donc de vibration pour s'incarner de couche en couche dans l'air, dans l'eau, dans la pierre, c'est-à-dire le minéral, dans le végétal et dans l'animal. Donc, à chaque stade, le stade le plus bas de fréquence vibratoire, c'est la fréquence minérale. Le stade de la fréquence qui suit, c'est la fréquence végétale. Et la fréquence qui suit, c'est la fréquence animale. Et la fréquence qui est supérieure, c'est la fréquence solaire. Puisque l'homme n'a pas une coque pour supporter le degré de vibration de cette lumière. Voilà. Il doit donc, en réalité, le principe divin s'incarne dans des couches. C'est pour ça qu'on parle de la lumière, on passe par l'air, on arrive dans l'eau, on arrive dans la pierre et on arrive dans la terre. Et la semaine dernière, on a montré que la lumière en l'homme se manifeste par la pensée et l'intelligence. Et la chaleur, le feu en l'homme se manifeste par la chaleur produite par cette lumière. L'air en l'homme se manifeste par la respiration, c'est-à-dire les narines et les poumons. L'eau en l'homme, c'est le sang qui circule en lui. La mer, les océans, les fleuves, les ruisseaux se manifestent par les artères, les veines, les capillaires, etc., etc. Et à chaque strate, oui, il y a une parure susceptible de supporter chaque degré de fréquence. La pierre en l'homme se manifeste par les os, c'est-à-dire la colonne, le squelette et les dents. Le végétal se manifeste en l'homme par la chevelure, la barbe chez l'homme, les poils, etc. Et
les éclairs qui sortent au ciel quand il pleut se manifestent en l'homme à travers ce qu'on appelle l'orgasme. Lorsque une femme atteint un haut niveau d'orgasme, elle commence à vibrer comme si le courant la frappait. C'est cet éclair, donc, la même chose avec l'homme, parce que l'homme vibre aussi quand il jouit. Donc, c'est cet éclair qui atteint donc le sommet de la tête jusqu'à la colonne vertébrale et qui zigzague, qui frappe donc comme le courant qui frappe l'homme. Donc, l'homme est comme une sorte de résumé de la nature, mais il n'est pas le seul, parce qu'en l'animal, il y a aussi le végétal. En l'animal, il y a le minéral. En l'animal, il y a l'eau. En l'animal, il y a la lumière. En l'animal, il y a la pierre. Donc, l'homme ne doit aussi jamais prétendre être plus, parce qu'il y a même les animaux plus intelligents que certains hommes. Eh oui, il y a certains hommes qui sont bêtes au point où certains animaux sont capables de réaliser des prouesses parlons des dauphins, qui détectent les mines dans l'eau, qui font des choses, qui sauvent les hommes, qui se noient. Hein, le dauphin, parmi les poissons, qui sont très intelligents. Voilà. Donc, cette prétention de dire que l'homme vraiment, oui, c'est vrai que... C'est d'autant plus clair, frère, que c'est d'autant plus clair que ce principe-là, quand vous décidez de vous concentrer et que vous fermez les yeux, vous voyez, mais avec les yeux fermés. Ouais. C'est-à-dire, vous pouvez vous faire des images de quelque chose que vous avez vécu et que vous projetez, mais avec les yeux fermés. Bien évidemment. Donc, c'est ce principe-là, ce n'est pas forcément les yeux, mais c'est ce principe-là. Bien évidemment. Donc, cette même intelligence s'opère à travers l'interaction que les vivants de la nature ont. D'où la naissance du totémisme dans la pensée africaine. Lorsque l'homme s'identifie à la pierre, c'est-à-dire que pour lui, il se caractérise par la rigidité, par la solidité et par la résistance perpétuelle, c'est-à-dire l'immortalité. Lorsque l'homme se manifeste, se symbolise, se représente par l'eau, il se manifeste comme ce qui est fluide et qui peut prendre toutes les formes, c'est-à-dire qu'il est capable de s'adapter facilement. Il est fluide. Il est fluide. Il est fluidique. Il est fluidique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas facilement le cerner. Le cerner, l'attraper. C'est la même chose avec l'air. Il est ce qui rassemble et ce qui disperse. Il est donc celui qui peut avoir le contrôle sur les choses, parce qu'il peut les rassembler comme il peut les disperser. Il est aussi la puissance qui est capable de foudroyer, parce que l'air est capable d'abattre les arbres, de créer des inondations et tout ça. C'est d'autant plus vrai qu'il y a un initié qui nous a lancé un défi. Oui. Il a dit que je vais prendre un état fluidique. Voilà. Même comme vous allez me voir, mais je serai en état fluidique. Voilà. Et pour preuve, prenez votre caméra, essayez de me filmer. Vous n'allez pas me voir à travers l'œil de la caméra parce que je suis en forme fluidique à ce moment-là. Et vous avez réalisé cela. Effectivement. Voilà. Je vais plus loin maintenant. Les hommes qui s'identifient aux arbres, si par exemple ils s'identifient au bibinga, mais c'est parce que dans le bibinga, l'essence, la force du bibinga, la force même spirituelle, sacrée du bibinga, il se reconnaît dans ça. Lorsqu'il s'identifie à un faucon, c'est parce que le faucon est un animal qui vole très haut, qui plane très haut, c'est-à-dire qu'il a donc une pensée qui se lève au-dessus des pensées qui volent bas. Les pensées des poules, parce que la poule ne peut pas voler pendant longtemps, alors que le faucon se lève vers des hauteurs, y compris les bergers, y compris l'aigle. C'est pour ça que ces oiseaux sont souvent récupérés dans certains symboles initiatiques, voilà. Notamment comme le faucon d'Horus dans l'Égypte pharaonique. Donc quand on dit que le pharaon est le faucon, c'est l'initié qui plane haut et qui peut donc voir à partir de cette grande altitude tout ce qui se passe. Et nous voyons ce faucon-là qui est justement le symbole du saut américain. Voilà, bien évidemment. Et le faucon est capable de voir à une distance incroyable, avec une précision. Le faucon a la capacité de la rapidité, il est très rapide. Quand il prend l'envol, il vole, il décolle, parce que les avions qui décollent en ligne droite comme ça, ils ont imité les faucons. C'est les faucons qui prennent l'envol comme ça. Donc, non seulement ça, le faucon, on a dit qu'il est vif, il voit très loin, il plane très haut, et il a une force de précision très chirurgicale. Donc, lorsque le pharaon s'identifie au faucon, c'est parce que sa pensée... Ça manifeste... Il est le père. Puissance. Il est le père de tout son peuple. De cet oiseau. Il s'élève donc au-dessus de la pensée de son peuple pour voir plus loin que la pensée de son peuple et pouvoir anticiper sur ce qui pourrait arriver. Et même projeter. Et faire des projections. Effectivement. Et comme le pharaon plane aussi très haut, il est capable de voir des dangers même dans le monde astral. Il est capable de combattre parce que le faucon est aussi
un félin, on appelle ça quoi? Une rapace, c'est-à-dire un oiseau prédateur. Donc, il est capable de mener des batailles même dans le monde astral. Lorsque l'homme s'identifie à la panthère, ou au léopard, ou au lion, c'est exactement pour les mêmes vertus. C'est-à-dire qu'il doit maîtriser la force de la lune, il doit maîtriser, il doit avoir la maîtrise de soi, il doit être capable de voir la nuit comme voir le jour, parce que les félins voient les deux dimensions, parce qu'ils voient en infrarouge, ils voient les choses invisibles et ils voient les choses visibles. Lorsque l'homme s'identifie au serpent, c'est parce que le serpent mue à chaque fois et il est donc le symbole de la mort et la résurrection. La renaissance, et chaque le fois. symbole est aussi, le serpent est aussi le symbole de l'énergie, parce qu'à travers le venin, parce que le venin c'est une énergie, un courant que le serpent injecte dans ton corps, et si tu as un courant fort, tu ne peux pas mourir de la morsure de ce venin. Et ce venin en même temps qui tue peut aussi servir pour soigner. Bien sûr. Donc, le serpent est donc le symbole de cette énergie double. Et c'est pour ça qu'on le présente avec la langue fourchue. Et lui-même, il est donc doté de cette langue fourchue, qui est donc le principe de polarité. Donc, en réalité, cette intelligence se reflète dans la nature. Et l'homme qui est donc intelligent et qui est hautement initié, est donc capable de s'identifier au minéral, à certains métaux, notamment le diamant bleu, ou alors l'or, ou alors le bronze, ou le cuivre. Selon comment il vibre. Voilà, en fonction de sa fréquence vibratoire et en fonction de son essence. C'est-à-dire que lorsqu'il découvre quelle est réellement sa mission dans la vie, il doit donc s'identifier à chaque réalité. Et c'est pour ça que même dans le Fa, en réalité, chaque homme doit retrouver sa correspondance minérale, végétale, animale et astrale et planétaire. Connaître ses signes. C'est-à-dire, quelle est ta planète? Quel est ton animal qui est ton totem? Dans le monde végétal, quelle est ta plante? En fonction de ta fréquence vibratoire, parce qu'il y a des plantes aquatiques, des plantes qui symbolisent l'eau, il y a des plantes qui symbolisent le feu, il y a des plantes qui symbolisent l'air, etc. Comme les encens, les encens symbolisent l'air. C'est pour ça que quand on brûle l'encens, c'est pour aérer, purifier. Voilà. L'air. Et des plantes qui symbolisent la terre. Donc, chaque individu qui est donc réellement adapté, parce que le sacré, le vrai divin, est dans la nature. Il n'est pas séparé. On vient de montrer que la lumière, elle est dans la nature. C'est le symbole de l'intelligence et de la pensée. La pierre, c'est-à-dire les eaux, c'est dans la nature. L'eau, c'est dans la nature. L'air, c'est dans la nature. Tout ça. D'accord, frère. Il nous reste exactement 5 minutes. Oui. Ça veut dire que l'essence même de l'intelligence n'a rien à voir avec les éléments matériels que Bien nous avons, évidemment. c'est-à-dire cerveau, neurones et tout ce que ça comporte. Mais c'est un principe Divin, c'est-à-dire divin, la lumière. c'est-à-dire une vibration Oui. qui alimente donc ce alimente, corps voilà. et permet d'avoir D'activer, d'activer cette intelligence-là. Qui active ce corps. Non, cette lumière, l'intelligence, c'est déjà cette lumière. D'accord, oui, l'intelligence, c'est ce principe-là. Voilà. Maintenant, ça active le corps Voilà. et ça permet au corps donc d'avoir des sensations. Non seulement de se pouvoir, mouvoir, voilà. d'avoir des sensations, de pouvoir voir, entendre, parler, et penser, comprendre, etc. etc. Donc voilà le principe de l'intelligence. Je ne sais pas s'il y a encore une partie que nous devons encore aborder, notamment les cycles astronomiques, je pense bien. Voilà, justement, pour terminer, on termine avec ça. C'est vrai que on peut non, faire 4 heures. je prends les cycles astronomiques en 1 minute. D'accord. Et puis, on va venir sur Dieu et l'image de Dieu. On va D'accord. terminer par là. D'accord. Les cycles astronomiques, comme je l'ai dit, les Africains, les Noirs, qui ont élaboré le premier calendrier de l'humanité, qui date de 6259 ans. La dernière fois, j'ai fait une erreur, j'ai dit 6258, donc une erreur d'1 an. D'accord. Donc, qui date de 6259 ans, ont élaboré ce calendrier sur la base des observations de 26 000 ans d'observation. de suite. C'est-à-dire que ces 26 000 ans sont le compte rendu du parcours du soleil dans chaque Ère. C'est-à-dire l'ère du lion, l'ère du capricorne, L'ère du Verseau, l'ère du Poisson. l'ère des poissons. Donc, les noirs ont parcouru, c'est pour ça que sur le zodiaque de Dendera que voici, d'ailleurs j'ai le calendrier Kamit. Puisque justement, Voilà. dans quelques jours, nous allons célébrer Oui. le nouvel an Kamit. Voilà le c'est-à-dire zodiaque de Dendera. Ça, c'est
le calendrier kamite que j'ai produit moi-même, où je montre les correspondances astrologiques, Je vais davantage rapprocher. etc. Voilà. Voilà. À l'intérieur, vous allez voir les poissons, vous allez voir les lions, vous allez voir les capricornes, vous allez voir tout ça. Donc, c'est une observation de 26 000 ans qui a abouti à l'élaboration d'abord de ce zodiaque de Dendera et de ce calendrier que nous avons aujourd'hui. Et nous voulons préciser autre chose. Vous voyez là au centre là, la déesse là, au sommet de sa tête il y a le soleil. Et autour de ses bras, jusqu'en descendant, ce sont les planètes. Vous allez voir, attendez, je vais vous montrer les planètes. Voici les planètes. Là où il y a les barques là, voilà les planètes qui sont alignées là. D'accord. Là, vous avez toutes les planètes qui tournent autour du soleil. Le soleil est au centre, les planètes tournent autour du soleil. Et vous avez les 24 heures de la journée. Donc voilà exactement le calendrier et le système héliocentrique. Et là, c'est un sarcophage qui a été découvert à Wasset, c'est-à-dire Thèbes. Thèbes qui était le grand centre névralgique de la spiritualité négro-africaine et où reposait le grand temple d'Amon de Karnak. Où la plupart des grands prêtres égyptiens, n'est-ce pas, initiaient. Voilà, initiaient dans les hautes initiations. Oui. Voilà, donc, ils connaissaient donc la thèse héliocentrique depuis au moins 4000 ans ou 5000 ans avant Copernic et Galilée et tout ça. Même exactement. les Pythagoréens connaissaient déjà ça avant. Je vais donc terminer en disant que si, en ce qui concerne les cycles, nous avons connu tous ces cycles-là. Il n'y a rien à venir nous dire que d'une ère à une autre ère, vous devez changer d'attitude parce que nous sommes dans une nouvelle ère. Vos attitudes passées sont rétrogrades. Ce qui est faux parce que pour aboutir à l'élaboration de ce calendrier que vous voyez ici et à la rédaction des livres sacrés, les livres sacrés sont le compte rendu du cycle de 26 000 ans. 26 000 ans, d'accord. C'est-à-dire de tous ces ères. Ça veut dire que ce qui est consigné ici est vrai à toutes les époques. Parce que cette connaissance tient compte de tous les ères zodiacaux, c'est-à-dire l'ère du poisson, l'ère machin. Il y en a 12. Et il faut dire que chaque ère correspond à 2150 ans et l'ensemble des 12 ères qui font donc 26 000 ans. Il n'y a donc rien à venir nous dire que votre pensée est rétrograde, que vos textes sacrés sont dépassés. Encore même que ceux qui nous disent continuent d'utiliser la Bible et le Coran, même s'ils l'utilisent sur le plan ésotérique. Donc ils ne viennent pas nous tromper en nous disant que nos textes sacrés sont dépassés. Maintenant, l'image de Dieu, je résume ça en très peu de temps. Une minute. Le divin, premièrement, est sans forme. Si on nous présente Dieu comme quelque chose, une personne qui est quelque part, qui est localisable, qui voit, qui a des sentiments, qui se met en colère, qui peut punir, qui peut récompenser. Et ce Dieu n'a rien à voir de divin en réalité. Le vrai Dieu, la vraie divinité n'a pas de forme. Ne se fâche pas. Oui, ne punit pas. Ce sont même les sentiments. On entre d'abord au niveau des apparences. Oui. La vraie divinité n'a pas de forme. Parce qu'il faudra m'expliquer comment une chose qui a une forme a pu créer l'air, le vent, a pu créer l'eau qui n'a pas de forme, a pu créer la terre qui n'a pas de forme. Or, c'est l'inverse qui est vrai. Parce que l'eau qui n'a pas de forme, qui n'a pas une forme spécifique, peut prendre toutes les formes. Si on met l'eau dans ce gobelet, il prendra la forme de ce gobelet. Si on le met dans la bouteille, il prendra la forme de la bouteille. Si on la met dans un récipient en forme de trapèze, il suffit que cette eau, on diminue son taux vibratoire pour qu'elle devienne glacée et elle garde la forme du contenant. Donc, la même chose avec l'air. L'air n'a pas de forme. Or, c'est à partir de l'air donc que les choses peuvent avoir une forme. À travers le symbole de spiralement. Même le jeu du vent. Le vent va en spirale. En forme de spirale. Et c'est une forme, et c'est la forme là qui est à la base. Même les vagues dans la mer. Et c'est la base de la formation. Effectivement. Même les galaxies. C'est donc ce mouvement qui est donc la base de la même l'enfant dans le ventre de sa mère est en forme de spirale. Ce qu'on doit donc comprendre, c'est que c'est plutôt du sans forme que toutes les formes se manifestent. C'est-à-dire le divin en soi n'a aucune forme spécifique. Et c'est pour ça que le divin ne peut pas être réduit à l'homme pour dire que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Tout ce qui existe est une émanation, est une partie, un aspect du divin. La pierre est un aspect du divin qui symbolise la solidité de l'énergie. L'eau est un aspect du divin qui symbolise la fluidité. L'air est un aspect du divin qui symbolise
on appelle ça le gaz. Et la lumière est un aspect du divin qui symbolise la pensée, l'intelligence et l'acte de création. Je voudrais donc terminer par là en disant, il n'y a aucun homme qui a été fait à l'image de Dieu. Il n'y a rien qui a été fait à l'image de Dieu. Le Dieu, le divin, est sans forme, n'a pas de forme. Et toutes les réalités de la nature ne sont que les aspects, c'est-à-dire les manifestations des multiples aspects de ce grand tout qui reste un mystère jusqu'à aujourd'hui. Bien frère, je peux te promettre et aux téléspectateurs et nombreux abonnés de Kemet Télévision que la prochaine édition, nous allons parler justement de Dieu pour que vous entrez, n'est-ce pas, au fond des choses, pour qu'on comprenne véritablement la vraie nature de Dieu. Et qui n'est pas le Dieu qui est codifié dans un livre, qui est anthropomorphisé et qui a des sentiments, qui peut punir, qui peut récompenser. Je pense véritablement, madame, monsieur, chers téléspectateurs, que la prochaine édition, n'est-ce pas, on va parler de la vraie nature de Dieu. Sur ce, c'est à travers ces mots que nous mettons un thème à cette autre production très enrichissante de l'émission Kamita sur les ondes de Kemet Télévision. Je vous promets, madame, monsieur, chers téléspectateurs, que nous vous reviendrons, oui, très rapidement, en quelques secondes. Qui nous ont suivis et qui vont continuer de nous suivre. Il y a aussi une chaîne YouTube, Top Peria Kamata, Voilà. où d'autres thèmes sont développés là-bas et qui pourront compléter les choses que nous faisons ici, parce que tout ne peut pas être dit de manière simultanée. D'accord. Il y a d'autres productions qui sont produites, qui sont faites dans ma chaîne YouTube et d'autres productions qui sont faites à Kemet TV. Et tous ceux qui sont intéressés par la pensée africaine, par la spiritualité africaine, peuvent donc explorer ces deux chaînes pour compléter la connaissance. D'accord, on aura l'occasion dans la prochaine émission justement d'en parler davantage de la chaîne TOT. Donc, je vous donne rendez-vous, madame, monsieur, chers téléspectateurs, à la prochaine édition, au prochain numéro de votre émission Kamita, notamment avec la thématique Dieu.